Cyclone échappé du gouffre d'un autre siècle. De son pas titan, il avait faussé compagnie au géol des dieux. Il avait franchi les portes de l'enfer, contourné les monts, aspiré vents et marées, battu le rappel de 1000 dragons chimériques, invités à festoyer à un bal de maudits. Hugo était là, paré de son manteau de cyclone. Ses ricanements de vampires affamés déchiraient l'air à crever les tympans des humains effrayés. La nuit tombait, comme une menace obscure, alourdie de vengeance démoniaque. L'air distillait un parfum de vertige. La peur était là, monstrueuse, aux portes de la case. Les escarmouches du vent s'étaient transformées en coups de bélier rageurs contre les barricades de fortune imaginées par la vieille Clémence. Derrière la porte d'entrée, d'une vétusté criante, un échafaudage d'objets hétéroclites allant de la vieille commode vermoulue au canapé rongé par les ans, sur lesquels ses dernières forces avaient assemblé une table de nuit brinque-ballante et un sac en jute à charbon de bois. Elle avait offert un Notre Père à Saint-Michel, le saint le plus fort du calendrier, pour qu'il empêchât la foudre de frapper sa case à 4 roches. Un éclair jaillit de la masse en mouvement. Un cri strident déchira l'air. « Foutez-moi la paix, la mort !» s'écria Clémence, les yeux pleins de folie. Le cœur lui semblait être descendu dans les entrailles. « Je ne suis pas encore prête. Cherchez Mounao !» Le cri. Quel cri! C'était le cri du chien fer, halètement rauque de bête blessée. Malfaiteur grattait à coups de griffe la porte d'entrée de la case. Clémence, en proie à une effervescence fébrile, frisant la panique, tourna rageusement le loquet. Le chien se traîna dans la case, laissant échapper une plainte de derniers instants. Une flaque de sang s'était dessinée sur le plancher. Le sang de l'animal qui coulait tiède en un goutte à goutte d'agonie. La vie s'éteignait peu à peu dans ses yeux. Il flaira une dernière fois sa vieille protégée et s'abandonna doucement à une autre vie. Entre son collier et son cou, une entaille béante, cuirassée de sang, Malfaiteur avait été littéralement décapité dans la nuit par une feuille de tôle. Clémence gémit tout doucement, les mains plaquées sur la poitrine, comme pour retenir ses sanglots. « Oh, l'Éternel Tout-Puissant, pourquoi me fais-tu ça? Me voilà bien seul. » Et d'une voix timbrée de lassitude et de douleur, la vieille, écroulée sur le corps de son chien, lui souffla un dernier adieu en lui caressant le museau. « À bientôt, malfaiteur. » Clémence, maintenant, n'avait plus peur. D'ailleurs, à son âge, que pouvait-on redouter encore? La mort. Dieu l'avait repoussée si loin devant elle qu'elle avait eu tout le temps de se familiariser avec l'image de la grande faucheuse. Bien sûr, on avait été prévenu, mis en éveil pour sans doute réveiller tous ceux qui en possédaient encore le souvenir de l'exemple à suivre ou à ne pas suivre, Cyclone 28. Tout ou presque avait été dit. Les conseils sans cesse renouvelés jusqu'à la limite du dramatique avaient été assénés à la population sans discontinuer. Les médias présents, bien loin du tambour d'Hippolyte Zelbin, qui avait annoncé le cyclone sans nom, les médias ne s'étaient épargnés aucune peine pour faire pénétrer l'information. Peut-être après tout en pure perte, car qui aurait pu tenir compte de la formidable capacité de l'humain? De son côté, dans sa case de retraite monagénaire, Hippolyte Zelbin sentit un frisson lui racler l'échine. On avait remplacé sa grosse caisse de 4 chemins par ce qu'on appelle aujourd'hui un indicatif d'alerte. Le vieux monsieur rêvait encore à la façon des paysans fatalistes. Au lieu de remettre ses derniers moments d'existence au Tout-Puissant et d'attendre son dernier cyclone, il pourrait encore donner quelques conseils, user ce qui lui restait d'énergie. L'ironie du sort voulut ce jour-là qu'une main innocente ou insouciante eût déposé sur le tambour qui s'était tu pour toujours une boîte qui parle toute seule. Ah, l'arrivée de la TSF dans les foyers de Saint-Christophe avait bouleversé les habitudes du hameau. Quelle époque, soupira le vieillard, qui voulut se convaincre encore une fois de l'utilité de la radio. Le drame se jouait. À huis clos, seule dans sa case, Clémence attendait. Elle attendait, mais ne redoutait rien, enfin plus rien. Nombre d'images du fond de sa mémoire remontaient en foule comme une orgue en folie. La ruine, la désolation, l'horizon qui semblait le fuir, le pourquoi du demain, la mort suprême présence, tout cela, elle l'avait vécu.
Ses 18 ans imprimés en lettres de feu dans un recoin de sa vieille cervelle conservaient le souvenir effroyable de son premier cyclone et tout ce qui en avait découlé. La souffrance, à présent, accentuait les rides de son visage devant l'annonce de la menace obscure tapie derrière les monts. La pluie s'abattait rageusement, poussée par un souffle qui amplifiait sa puissance de minute en minute. Depuis 1 heure, l'électricité avait été coupée, et avec elle, nombre de voix qui sur les ondes prodiguaient jusque-là les derniers conseils. Dehors, maintenant, c'était un déchirement horrible et continuel de cette nuit au futur terrifiant d'un septembre jusqu'alors indolent. Et la vieille case tremblait de plus en plus, au fur et à mesure que la puissance du souffle augmentait, geignant douloureusement sous la poussée d'un vent à la folie sans cesse grandissante. Sur la tôle ondulée qui servait de toit, la pluie s'abattait en trombes rageuses, impatiente de franchir cet obstacle qui lui interdisait encore l'ultime conquête. Tout craquait, tout! Les choses, ces objets familiers harcelés par ce soufflet de forge qui s'infiltrait par tous les intervalles, qui s'ouvraient à coups de griffes, semblaient prises de folie. La table, qu'elle avait poussée contre la porte, tressautait à chaque seconde en reculant. Tous les objets qu'elle avait déposés dessus s'étaient éparpillés sous l'expiration démoniaque de l'ange révoqué par le Créateur. Colère de Dieu ou vomi de la bête humaine aux oreilles pointues, tout était embrouillé dans la tête de vieille Clémence. Obscure raison, entourée de mystères qui échappaient à l'entendement humain. Mère Clémence sentait le souffle de l'horreur s'écraser encore et encore, démentiellement contre les murs de planches de son humble demeure, mais elle ne redoutait rien encore. Elle savait qu'il lui faudrait lutter peut-être. Les humains ont trop de péchés et Dieu les appelait ainsi à plus d'humilité. Un regard, durant le calme d'une seconde, jeté au dehors, lui avait révélé l'incroyable spectacle, l'hallucinante vision de fin du monde. Elle se souvint de Léon, soldat de 2e classe, qui lui avait raconté le déluge de plomb qui avait semé la mort dans les tranchées, laissant là un paysage de cauchemar. La bataille avait duré 6 jours interminables et 6 nuits, martelée par la mitraille des zombies au dos vert dans les boues de la Somme, labyrinthe de rats, de froid et de promiscuité. L'ennemi avait attaqué en masse compacte et grise, en assauts massifs et sauvages, aidé du feu roulant et destructeur de 1000 batteries bombardant les positions des soldats à la jaquette bleue. Horreur du front dans une guerre d'usure, d'épuisement et de mutilation pour les hommes aux capotes crottées. Entre 2 attaques du Moloch prussien et une corvée de pluche, le 2e classe Léonce Bernardin de Saint-Christophe avait vécu la guerre comme à la guerre. Le chabinsier gris des îles partageait son coin de tranchée avec le maréchal des logis, chef d'escouade à la moustache en croc, Philibert Constantin, citoyen de Carcassonne, dont l'accent chantant du terroir avait le timbre usé d'un vieux phonographe à manivelle. Son compagnon de feu rêvait nuit et jour, debout ou couché, d'une citation pour haut fait d'armes. Philibert lui avait dit un jour, entre 2 hoquets de gnôle, sous le sifflement des balles, que l'on érigerait à la fin des hostilités dans leur commune d'origine de beaux monuments en hommage aux héros s'étant illustrés sur le front. On y graverait leur patronyme. Vivant ou mort, ça, il n'en avait aucune idée. Et chaque jour, la pensée du soldat Léonce aux yeux clairs, imbibé de nostalgie, traversait le champ de bataille comme un éclair et se projetait à Saint-Christophe, ce petit hameau embaumé de senteurs de Guadeloupe, où il avait laissé belle Clémence, née de père inconnu, tout près du 4 chemins de Mandefleury. Ah, la petite négresse était arrivée au pays, un jour de dimanche, de l'Annonciation, entre les mains de Mame Félicité, belle grosse matrone, se faisant appeler dans la contrée Maman d'Octet. Clémence n'avait pas eu beaucoup d'instructions, ayant fréquenté de temps à autre le catéchisme du Père Blanc. Mais dès sa plus tendre enfance, elle avait suivi sa mère au fil des récoltes d'un champ de canne à l'autre, préférant la vie au grand air, les bruits métalliques de l'usine à sucre, l'odeur de la bagasse, au premier livret et aux yeux inquisiteurs de Monsieur Arsène, le maître d'école. La petite fille malicieuse à l'intelligence vive des gens attachés à la terre était devenue une belle jeune fille baratinée par tous les hommes de Saint-Christophe. Mais les yeux gris de Léonce avaient eu le dernier mot. Quelques jours seulement avant d'embarquer pour la guerre, le conscrit de Saint-Christophe avait planté les derniers clous de leur case d'amour. La case, toujours hautaine et fière. La case était presque seule au milieu d'une nature qui paraissait se désertifier en abandonnant çà et là ses membres amputés. Un choc effrayant l'avait projeté en arrière. Cette fois, les vieilles planches avaient cédé. Un grand bouquet de fleurs rouges s'était enfoncé au travers du mur éclaté, le flamboyant. C'était de lui peut-être la dernière senteur.
senteur d'amour ou de mort, le dernier bouquet. Le souffle maudit avait, avec force et fracas, poussé jusqu'au petit salon l'arbre orgueilleux de majesté, décor éblouissant à l'ombre duquel son Shabbat aigri venait méditer aux illusions de la vie, après les dures journées, dans la chaleur métallique de l'usine à sucre de la Bourdonnais. Là, à cet instant, Clémence se prit à douter. Et si... Le vent maintenant s'enfonçait dans des ricanements de triomphe par la plaie ouverte. Mais la vieille dame luttait, lèvres serrées, presque calme, avec dans le geste la même application qu'elle mettait à tout ce qu'elle faisait. Elle épongeait, et encore elle épongeait, Clémence, cette eau qui s'infiltrait en rigole de plus en plus abondante, tentant de contenir le flot qui envahissait peu à peu le parquet jonché de mille choses, cadres, photos, bibelots brisés, ses rêves vivants. Combien d'heures avait duré la première attaque? Elle ne le savait pas. Le temps s'était-il arrêté? Elle ne le savait pas. Le calme effrayant l'avait apeurée lorsqu'elle s'était retrouvée dehors après qu'elle eut ouvert à grand-peine la porte qui avait tenu bon jusque-là. Comme sous l'effet d'un gigantesque coup de patte, la nature avait ployé, vaincue. Il ne restait plus rien debout, ni arbre, ni habitation. Tout avait été rasé, laminé, broyé entre les serres du monstre qui, tel un gigantesque couvercle ténébreux, recouvrait la terre dont il voulait encore arracher jusqu'à ses derniers lambeaux. Des voix lui étaient parvenues. On l'avait incité à quitter au plus vite sa case avant le deuxième assaut que l'on annonçait, plus terrible encore. C'étaient des voisins, ses amis de section, Célinette, Charlot, Ginette, Surprise, Bosco, le danseur de Léoz. La plupart avaient abandonné leur case pour l'abri d'une maison en dur. Ils avaient eu raison. Mais elle, Clémence, elle ne fuirait pas. Cette certitude l'avait même réconfortée. Si Dieu avait épargné son toit alors que tout autour d'elle n'était plus, n'était-ce pas là un signe ?